Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. C'est l'épilogue d'un procès historique. 2 anciens premiers ministres ont été condamnés ce mercredi par la Cour d'appel d'Alger à 15 et 12 ans de prison ferme pour corruption. Ils ont 8 jours pour se pourvoir en cassation. Les pouvoirs du Premier ministre Ilyes Faka seront-ils élargis sur une période de 2 mois en Tunisie? Eh bien, le Parlement doit légiférer sur les questions dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus. Et puis, la panique provoquée par cette pandémie sur le continent a entraîné une ruée des consommateurs sur les denrées alimentaires. Conséquence, les prix flambent. Un gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, en Libye, la trêve a une fois de plus volé en éclats. Malgré la menace sanitaire, de nouveaux affrontements ont eu lieu ce jeudi entre les forces fidèles au gouvernement d'union nationale et celle du maréchal Khalifa Haftar sur les différents fronts de Tripoli. Ce dernier est d'ailleurs parvenu à récupérer la base militaire et à étendre son contrôle sur une centaine de kilomètres vers la frontière tunisienne. De son côté, Fayez El-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement de Tripoli, a annoncé l'opération baptisée Tempête de la paix pour, je cite, défendre les civils qui subissent les bombardements des terroristes ennemis. Il s'agit des plus violents combats enregistrés depuis la bataille de Garian en juin 2019. Les 2 camps se rejettent la responsabilité. Cette fois, c'est confirmé. Ahmed Ouyaya et Abdelmalik Sellal, 2 anciens premiers ministres de l'ère Bouteflika, ont été respectivement condamnés à 15 et 12 ans de prison ferme pour corruption ce mercredi par la Cour d'appel d'Alger. En revanche, 2 anciens ministres de l'Industrie, condamnés en première instance à 10 ans de prison, ont vu leur peine réduite de moitié. On fait le point tout de suite. La Cour d'appel d'Alger vient de se prononcer sur le dossier le plus attendu du tribunal depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Elle vient de condamner 2 anciens premiers ministres. Ahmed Ouyaya a écopé de 15 ans ferme et Abdelmalek Sellal 12 ans ferme à l'issue du procès historique pour lutter contre la corruption. Est-ce que ces condamnations vont être respectées plus tard? On n'en sait pas trop, mais en tout cas, on ne peut pas nier que ces 2 affaires-là sont là l'une pour cacher l'autre, et puis elles sont là surtout alors que le pays devrait faire face à la menace épidémique. Des peines moins lourdes ont été prononcées à l'encontre de 2 anciens ministres de l'Industrie, Marjoub Beda et Youssef Yousfi, de 5 ans de prison ferme, et Mohamed Bahiri, de 3 ans de prison ferme, mais aussi de patrons et d'hommes d'affaires impliqués dans un scandale d'État concernant un montage automobile. L'ancien président du FCE et patron du groupe ETRHB, Ali Haddad et Ahmed Mazouz, ont écopé chacun de 4 ans de prison ferme. Ils sont accusés de financement occulte de la dernière campagne électorale du 5e mandat du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Ça pose quand même de véritables questionnements sur la transparence du régime et puis sur la liberté de la justice qui est amenée à condamner des innocents. Je rappelle que Karim Tabo est un opposant politique qui n'a rien fait de plus que de manifester comme des millions d'Algériens. Ce procès sans précédent s'inscrit définitivement dans l'histoire politico-judiciaire de l'Algérie. Il faisait partie des revendications des manifestations contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, et qui était resté au pouvoir durant 20 ans avant de s'écrouler politiquement. Au Niger, 5 jeunes filles âgées de 10 à 14 ans et une jeune mère âgée de 20 ans retenues en captivité à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso depuis le 5 mars dernier ont été libérées par la force conjointe du G5 Sahel. C'était au cours d'une opération menée le 17 mars, opération qui a d'ailleurs permis la neutralisation de plusieurs terroristes. Les détails dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. En captivité depuis le 5 mars 2020 à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, les 5 jeunes filles âgées de 10 à 14 ans et la jeune mère de 20 ans sont désormais libres. Elles ont été libérées à la suite d'une offensive menée le 17 mars par les forces armées des États du G5 Sahel et la force Barkhane contre un foyer caractérisé comme terroriste. Au cours de cette opération, plusieurs membres des groupes armés terroristes ont été mis hors état de nuire. Les opérations ne sont pas pourtant terminées. Elles continuent dans l'objectif de sécuriser davantage
l'ensemble de la zone et permettre le retour de l'État au grand bénéfice des populations locales. Devenu opérationnel dès les premières semaines du mois de février 2020, le poste de commandement conjoint du G5 a commencé à fonctionner à travers l'échange d'officiers de liaison entre les deux forces du G5 Sahel et Barkhane et ceux venant des trois armées du Centre et d'Africom. Depuis le démarrage de ce processus et des opérations militaires conjointes et coordonnées dans la zone des trois frontières, des résultats très satisfaisants ont été capitalisés par toutes les forces engagées. En témoigne l'accalmie actuelle découlant de la désorganisation perceptible, la forte attrition et partant l'affaiblissement de l'IGS, principalement présent dans la zone concernée. Force spéciale multinationale qui a pour mission de lutter contre le terrorisme et les crimes organisés dans le Sahel, la force conjointe du G5 Sahel travaille en étroite coordination avec toutes les forces nationales et celles des partenaires non africains. Dotée de 5000 soldats, la force conjointe est répartie en 7 bataillons provenant du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. En Tunisie, le Premier ministre Ilyes Faka veut plus de pouvoir pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus et assurer le fonctionnement normal des structures jugées vitales. Mais pour cela, il a besoin de l'aval des députés. Parviendra-t-il à les faire plier? Rien n'est moins sûr. Explication avec Nathalie Mo. Le Parlement tunisien doit légiférer sur une éventuelle expansion des pouvoirs du Premier ministre Ilyes Faka. Un projet de loi a été proposé par le chef du gouvernement tunisien. Il devrait notamment lui permettre de ratifier temporairement des lois sans recourir au Parlement. Une disposition qui crée la controverse au sein de la classe politique tunisienne. La constitution tunisienne dilue le pouvoir entre 3 pôles, la présidence de la République, ce qu'on appelle l'Assemblée nationale tunisienne et le Premier ministre. Donc ce trinôme dilue le pouvoir et empêche de prendre les actions dans l'urgence. Le Premier ministre Ilyes Faka justifie sa proposition de loi par la nécessité d'agir vite dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus en Tunisie. Le ministre Faka s'est entretenu avec le président Kais Saied sur l'évolution des mesures de riposte contre le coronavirus mises en place le 22 mars 2020. C'est pour raccourcir la prise de décision que le Premier ministre s'est proposé pour obtenir cette décision, en tout cas ce passage à l'acte, pour pouvoir aller plus vite, prendre les décisions et agir sur les situations. Le chef du gouvernement tunisien veut un transfert de certains pouvoirs législatifs et présidentiels pour une durée de 2 mois. Une requête dangereuse pour l'équilibre politique du pays, de l'avis de certains membres du Parlement. Jusqu'ici, l'expert constitutionnel Naoufal Saïd est le principal soutien du Premier ministre Ilyes Faka. L'urgence sanitaire dicte sa loi dans le monde et le Zimbabwe n'y échappe pas. Face à la propagation du Covid-19, la commission électorale a suspendu toutes ses activités, ce qui implique le report à une date ultérieure de l'élection partielle prévue le 4 avril 2020. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Le Covid-19 bouleverse l'agenda politique au Zimbabwe. La commission électorale a annoncé ce mercredi la suspension de toutes les activités électorales, une décision avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Par conséquent, l'élection partielle du 4 avril 2020 est reportée sine die. Cette suspension affecte la conduite d'une élection partielle qui devait avoir lieu dans la circonscription 16 du conseil de district rural de Chiredzi le 4 avril 2020, ainsi que le remplacement de tout autre poste vacant susceptible de survenir durant cette période. De nouvelles dates pour la conduite d'élections partielles seront signifiées en temps et en heure. Une mesure de précaution pour protéger les populations. Il faut dire que l'impact de la pandémie de coronavirus est particulièrement redouté dans ce pays d'Afrique australe, au bord de l'asphyxie économique, avec un système de santé en déliquescence. Et pour ne rien arranger, des milliers d'infirmiers ont entamé ce 25 mars une grève pour protester contre le manque d'équipement. Si nous ne donnons pas la priorité à la protection des travailleurs de la santé, de nombreuses personnes mourront.
parce que le travailleur de la santé, qui aurait pu leur sauver la vie, est malade. Conscient de cela, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré la pandémie désastre national et a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes dans le pays. Pour l'heure, le Zimbabwe a enregistré 3 cas confirmés de coronavirus sur son sol. L'un des patients, un journaliste de 30 ans, a succombé le 23 mars. La fermeture des frontières de part et d'autre pour tenter d'endiguer cette pandémie a réveillé la crainte de pénurie alimentaire et donc d'une hausse des prix. Conséquence, les consommateurs se ruent sur les produits de première nécessité. Fort heureusement, la plupart des gouvernements ont vite réagi en prenant des mesures pour prévenir la spéculation. Les détails avec Aïssa Toubari. Considéré pendant de longues semaines comme un danger lointain par des Africains épargnés, le Covid-19 frappe aujourd'hui tous les continents. Les dirigeants des pays africains ont fini par prendre la mesure de la pandémie, restreindre les déplacements et décident de la fermeture de leurs frontières. Mais cette dernière mesure a vite fait de susciter la crainte d'une flambée des prix alimentaires et de possibles pénuries sur les principales denrées de base. Et l'impact économique ne viendra pas de la crise financière qui va frapper les pays à grand pouvoir économique, les crises plutôt locales qui sera liée au simple fait que l'impréparation aura prévalu et il y aura eu une spéculation sur les biens qui existent sur le marché et une consommation peut-être exagérée éventuellement par ceux qui ont les moyens pour être en mesure de stocker les biens. Pour éviter la flambée des prix, la plupart des gouvernements ont réagi rapidement en prenant des mesures. Au Rwanda, un communiqué officiel fixant le prix maximum des denrées de base a été publié pour couper court à un début de flambée des prix. En Afrique du Sud, le gouvernement a annoncé les premières mesures de rationnement et de régulation des prix. En ce qui concerne le Rwanda et l'Afrique du Sud, la spéculation va frapper et frappe encore. Et il est très important que l'État reprenne la main pour être en mesure de pouvoir contrôler à la fois les différents opérateurs économiques, mais surtout les flux des biens sur le territoire. Réfléchir sur ce qu'on appelle les stocks stratégiques. Chaque pays doit avoir la capacité de résister ne serait-ce que 2 à 3 mois. Et j'espère en passant qu'on va réellement éduquer les leaders pour qu'ils commencent à se rendre compte que gérer, c'est prévoir. L'Afrique est contrainte d'importer massivement pour subvenir aux besoins d'une population en forte croissance. Aujourd'hui, on ne craint pas les mauvaises récoltes, mais un virus qui pourrait laisser les bateaux de marchandises à quai et les camions qui sillonnent les pistes des régions les plus enclavées à l'arrêt devant les postes frontières. Et sachez qu'en République démocratique du Congo, les quelques 10 millions d'habitants que compte Kinshasa, la capitale, vont être placés en confinement total face au risque de propagation du Covid-19. Une mesure qui entrera en vigueur ce samedi 28 mars pour une période de 40 jours. De son côté, l'Afrique du Sud vient d'enregistrer ses premiers décès liés à la maladie. Dans le reste de l'actualité, la Gambie va pouvoir mettre en œuvre les réformes envisagées dans le cadre de la mobilisation des recettes, de la gestion des finances publiques et de la gouvernance économique. Et ceci grâce à l'accord conclu avec le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie du crédit. Accord qui porte sur un montant total de 47,1 millions de dollars. Plus de précisions avec Aïssa Toubari. Le Fonds monétaire international a approuvé un accord portant sur un programme économique et financier triennal appuyé par une facilité élargie de crédit avec la Gambie. Le dit accord permettra des décaissements d'un montant total de 35 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 47,1 millions de dollars en faveur de la Gambie. Les fonds permettront au pays de faire face à la pandémie de Covid-19. Les FMI avaient magnifié l'excellent résultat qu'avait obtenu l'équipe de Barrow à la tête de ce pays en réussissant à augmenter les recettes intérieures et à stabiliser un petit peu l'inflation. Donc la gestion des finances publiques a été aussi améliorée. La décision du conseil d'administration du FMI permet un décaissement immédiat de 5 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 6,7 millions de dollars. Les décaissements du montant restant seront échelonnés sur la durée du programme sous réserve de 6 examens semestriels. Donc cet argent que le FMI s'apprête à donner à la Gambie pour appuyer son économie sera véritablement bienvenu pour lui permettre justement de maintenir les acquis et surtout de ne pas regresser. Et la Gambie devra continuer à améliorer ses recettes intérieures, c'est-à-dire récupérer à travers la TVA, à travers les taxes directes et les taxes indirectes, de l'argent sur aussi les importations. Le pays a réalisé plusieurs réformes structurelles.
La croissance du produit intérieur brut réel de la Gambie a ainsi atteint 6% en 2019, malgré les précipitations irrégulières entraînant une baisse de 10% de la production agricole. Pour 2020, le FMI table sur une croissance à 6,3% du PIB. La dette publique devrait légèrement baisser à 79,9% du PIB contre 83,8% en 2019. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.